Ordonnance numéro 26/071 du 11 juillet 2026 portant nomination des administrateurs de la Banque centrale du Congo BCC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 81, 176, 177 et 221, vu la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, revue telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 21/042 du 12 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo, revue l'ordonnance numéro 23/211 du 1er décembre 2023 portant nomination d'un administrateur de la Banque centrale du Congo, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntariba. 3. Monsieur Lusamba Ntumba Martin. 4. Madame Eliane Munkeni Kiekie. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kasonga Emmanuel. 8. Enfin, Madame Livy Kipampe Kinduelo Lumbu. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 11 juillet 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la première ministre en mission, Jacquemain Chabani Luko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 juillet 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. La riposte contre la maladie à virus Ebola se renforce en Ituri, un centre de transit ainsi qu'une extension de centre de traitement Ebola de Bunia ont été inaugurés par la ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba. Ces nouvelles infrastructures visent à améliorer la prise en charge des patients et à consolider la réponse face à l'épidémie. Regardez. Inauguration ce vendredi 10 juillet courant
du centre de transit du camp de déplacés internes de Kigonze à Bunia et de l'extension du centre de traitement Ebola de l'hôpital général de Bunia, construit par l'Organisation internationale Medical Corps, IMC. C'est le ministre national de la Santé, Roger Kamba, qui a coupé les rubans symboliques. Ces centres de transit a une capacité d'accueil de 8 lits répondant aux exigences dignes d'un centre de transit. De sa part, l'extension du centre de traitement Ebola de l'hôpital général de Bunia est de 58 lits, ce qui ramène sa capacité d'accueil à 108 lits des malades, ce qui réjouit le ministre national de la Santé. Qui est toujours limité parce qu'on n'a pas encore couvert tous les besoins, mais c'est une évolution très positive parce que avoir 56 lits de plus, vu la dynamique de l'épidémie, c'est très important que nous continuions à disponibiliser les moyens d'isolement et de prise en charge. Une visite guidée de ces 2 sites a été organisée pour permettre au ministre des tutelles de s'imprégner de réalité de ces centres avant leur mise en service. Partout, le ministre recevait des explications du staff de l'IMC sur la manière dont ces centres vont fonctionner, allant de l'accueil des malades ou cas suspects à la sortie après traitement. Notons que l'Organisation internationale Medical Corps est en train de construire un autre centre de traitement Ebola Rwankolé dans la zone de santé de Bunia d'une capacité de 100 lits. Corrigeons que ces infrastructures sanitaires ont été inaugurées par le ministre de la Santé publique. Le calme règne dans le territoire de Fizi au Nord Kivu. Les autorités locales assurent que les activités se déroulent normalement et réaffirment leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'administrateur du territoire, à titre intérimaire, plaide toutefois pour un renforcement des moyens logistiques de l'administration. Les détails avec Edith Chala. La manipulation et la désinformation se heurtent à la résilience de la population de Fizi. L'administrateur intérimaire du territoire rassure du soutien de la population du territoire aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef des bureaux et administrateur par intérim Mathieu Wilonja affirme que l'ennemi n'a jamais foulé les pieds dans le village de Moulima, contrairement au poison rwandais. Vendredi, jour du marché, la population a vaqué librement à ses occupations, les commerçants sont au marché, les taxis circulent, les chefs-lieux du territoire ne cachent pas son image d'un territoire résilient. La population civile doit rester calme, les jeunes doivent soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la recommandation de la nouvelle société civile qui décrit la calmie dans le territoire de Fizi depuis le centre du territoire. Les psychoses se trouvent dans le haut plateau de Minembwe où les forces loyalistes et les éléments de M23 se battent là et c'est là où ils sont signalés des combats. Aux jeunes, vraiment, j'ai une simple recommandation plutôt de soutenir nos FARDC parce que sans le soutien des jeunes aux FARDC, rien ne peut marcher. La population du territoire reste positive et croit encore en son armée malgré les bombardements de l'armée rwandaise et ses supplétifs en violation du processus de paix en cours. Aux gens qui manipulent les gens, aux gens qui désinforment la population, vraiment ils n'ont pas de chance. Nous ne sommes pas ensemble avec eux, nous sommes ensemble avec nos vaillants FARDC pour que la victoire soit là, certaine. Le territoire de Fizi reste confronté au défi de la logistique. L'administrateur du territoire intérimaire appelle le gouvernement central à multiplier les efforts à travers une dotation à la hauteur des défis qui s'imposent au territoire. Et en dehors de nos frontières, le transport et la logistique étaient au cœur des échanges à Douala au Cameroun. Le Conseil des chargeurs d'Afrique, dont l'OGFREM pour la RDC, ont réfléchi aux solutions pour dynamiser le commerce sur le continent. Eric Abamba. Pendant 2 jours, le responsable des conseils des chargeurs du continent africain ont passé en revue les principaux défis liés au transport, à la chaîne logistique et au développement des échanges commerciaux au sein du continent. Au cœur des discussions, la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains afin de réduire les contraintes qui pèsent sur le commerce international, notamment les coûts élevés du transport maritime, le délai de passage portuaire et les différentes surcharges. Prenant part aux travaux, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, Olivier Chibola Moukouma, a présenté les projets d'organisation à Kinshasa d'un forum international
consacré à l'impact des taux de fret, des coûts logistiques et des délais portuaires sur la compétitivité du commerce africain. Compte tenu de la récente restructuration des organes dirigeants de l'EGEFREM, le numéro 1 de cet établissement public a proposé le report de cette rencontre afin de permettre une meilleure préparation avec les autorités des tutelles. Fort de cet accompagnement institutionnel, la direction générale que j'ai l'estime honneur de diriger a commencé à exécuter la feuille de route sus-évoquée en envisageant la mise en place d'un comité d'organisation interne qui devrait regrouper plusieurs directeurs pour entamer les travaux préparatoires. À la clôture, le président en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains a salué la qualité des échanges. Reste maintenant à transformer ces engagements en actions concrètes pour désenclaver le commerce africain. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la République démocratique du Congo dispose désormais d'une norme nationale pour la farine de manioc panifiable, un acquis issu des travaux menés par l'Institut international d'agriculture tropicale et le Comité national de normalisation afin de renforcer la qualité de cette filière stratégique. C'est un reportage de Yolande Voka et Fiston Mavingana. Et si le manioc devenait un levier de souveraineté alimentaire? Une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'adoption de la norme nationale sur la farine de manioc panifiable. Un pas important vers la valorisation de la production locale et la réduction de la dépendance au blé importé. Réunis à Kinshasa, l'Institut international d'agriculture tropicale et le Comité national de normalisation ont validé la révision de cette norme stratégique dans le but ultime de garantir la qualité de la farine de manioc panifiable et favoriser son utilisation dans la fabrication du pain. Avec la farine de manioc panifiable, nous serons à même d'offrir aux opérateurs économiques, surtout ceux du secteur de la minoterie, un outil nécessaire pour pouvoir produire une farine qui va substituer le 100% de la farine de froment. On va y ajouter la farine de manioc qui est produite ici, dans notre pays, et qui est consommée par nos concitoyens. Avec cette norme, nous pourrons avoir des produits de la pâtisserie, des beignets, des biscuits, 100% farine de manioc panifiable. Pour les acteurs du secteur, cette avancée ouvre la voie à une meilleure transformation du manioc, au soutien de la production nationale et au renforcement de la sécurité alimentaire, tout en stimulant le développement économique du pays. Bilan, perspective et renforcement de la cohésion, la communauté Tekeumbu a tenu son assemblée générale à Kinshasa pour évaluer ses actions et définir ses priorités en matière de sécurité. Joséphine Liondo. Rendez-vous solennel unissant les chefs traditionnels, les cadres, les notables ainsi que la jeunesse de la communauté Tekeumbu. Après 3 années, les membres de la coordination générale de cette entité se sont retrouvés afin d'évaluer les actions entreprises durant cette période. Le coordonnateur général de la communauté Tekeumbu, Motangaliema, a mis en exergue les progrès réalisés dans les domaines sécuritaires et politiques, notamment la neutralisation de la milice Mobondo et l'élection de fils et filles Tekeumbu. La communauté a rencontré beaucoup de difficultés, surtout avec la milice Mobondo. C'est comme ça que nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis tout en œuvre pour que la milice Mobondo puisse disparaître et que le retour de la paix vienne dans les plateaux Bateke. Toutefois, la coordination reconnaît qu'il reste encore beaucoup à accomplir pour la valorisation et la promotion de la culture Tekeumbu. Lors de cette assemblée générale, diverses résolutions ont été adoptées pour une meilleure organisation. Parmi elles, la création de la corporation des chefs coutumiers Tekeumbu et les comités de jeunes. Que tu sois jeune Umbu, que tu sois jeune Teke, nous voulons que les vivre ensemble puissent régner au milieu de nous. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la dynamique et de la restructuration et la mobilisation de la communauté Tekeumbu autour de ses valeurs, de son unité et de son développement.
Et de la xénophobie en Afrique du Sud, les inquiétudes des Congolais à l'étranger en passant par les drames sécuritaires au Sud Kivu et accidents meurtriers à Kinshasa, autant de sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. Retour en images dans ce récit de Richard Kalala. Les attaques ciblées de drones dans le haut plateau de Fizi par le RDF AFC M23 en soutien à leur allié de Twirwaneho ont causé plus de 50 morts. Face à cette macabre réalité, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, alerte sur la situation sécuritaire dans son entité. Violence et actes de xénophobie en Afrique du Sud. Un mécanisme de rapatriement volontaire a été mis sur pied à l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud. Il suffit juste de s'enregistrer et le gouvernement qui appelle à la diligence s'occupe du reste. Et cette tragédie à l'université protestante au Congo. Merdi Lubamba, étudiant en Master 2 en droit économique, a succombé à ses blessures après avoir été mortellement touché d'une balle perdue au niveau de l'abdomen à l'intérieur du campus. Une enquête a été ouverte afin d'établir les faits et dégager les responsabilités. Des milliers de Congolais vivent dans des abris de fortune au camp de Makombe, dans l'ouest du Burundi, où les bâches et le point d'eau improvisé tentent de soulager les peines des réfugiés. Le réfugié en question lance un appel pressant aux autorités congolaises et à la communauté internationale. Vieux de 80 ans, le moratoire sur les concessions forestières revient au cœur du débat. Les résultats attendus ne sont pas atteints et la vingtaine d'entreprises qui exploitent près de 15 millions d'hectares ne contribuent que faiblement aux recettes de la filière bois. La première usine de production des tubes carrés a été inaugurée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans sa politique d'industrialisation grâce à ces 3 nouvelles usines de transformation de fer ainsi que celle de la production des câbles électriques armés. Face à la situation déplorable dans laquelle baignent les infrastructures routières dans le territoire de l'Uozi, au Congo central, la sénateur de cette juridiction apporte sa contribution dans le développement socio-économique en dotant ces territoires désenclavés de ponts métalliques. La population de Kikwit, dans la province du Kwilu, lance un cri de détresse auprès du gouvernement. Kikwit, une ville asphyxiée par des têtes d'érosion et un mauvais réseau de distribution électrique, situation qui bloque l'élan du développement déjà entamé. Kinshasa voie rouge à Matadi-Kibala, un camion Ben transportant plusieurs tonnes de sable a ôté des vies après une présumée panne de frein. 3 morts et 2 blessés graves, le bourgmestre de la commune de Mongafula ne peut que faire le constat sinistre. Et le grand angle de ce journal, jusqu'où ira l'insécurité urbaine? Il sème la peur dans plusieurs quartiers de Kinshasa face au phénomène Kuluna. La population appelle à la mobilisation collective pour restaurer la sécurité et la tranquillité publique. Blandine Wavingana nous en parle. Le banditisme urbain, communément appelé phénomène Kuluna à Kinshasa, constitue un défi majeur pour le gouvernement de la République et les instances provinciales. Pour lutter contre ces fléaux, des stratégies ont été initiées certes, mais la population victime des bavures de ces délinquants crie toujours au désarroi. La ville, il faut aussi ça ici là. Les autorités doivent tout faire pour appliquer la loi contre ces bandits, afin de ramener la paix sociale. Il faut ici la caca, tout ici là. C'est très difficile d'en finir avec ces délinquants. Toutefois, il faut chercher d'autres solutions pour les discipliner. L'Assemblée provinciale de Kinshasa prend ces problèmes à bras le corps. Une proposition d'édit a été présentée par l'honorable Diabanza qui donne ici ses motivations. Il est important pour nous de réfléchir à fond par rapport à la conjoncture, de trouver des solutions qui peuvent nous permettre au moins de vivre dans l'apaisement. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura le banditisme urbain, c'est un coût énorme que nous sommes en train de faire à l'économie de la République. Du diagnostic qui était le nôtre, il y a une certaine complicité avec le parent et avec de leaders politiques que nous sommes. Nous avons tendance à croire que ce genre-là qui votent, qui ont de l'influence, c'est important pour nous de le soutenir de la même manière quand nous regardons le parent, eux, ont tendance à nous voir, à suivre ses enfants. De cette manière, ils sont encouragés. Il est important en premier lieu de donner toute la teneur à l'infraction qu'ils ont tendance à commettre parce que c'est dans l'association qu'ils ont l'habitude d'opérer. Aucune commune n'est épargnée.
Ces délinquants sèment la terreur et font plusieurs victimes. À Mongafula, par exemple, l'autorité municipale s'y prend avec des réunions sécuritaires régulières. Nous essayons de proposer des pistes et des solutions. Et à partir de là, nous avons toutes les informations qui nous permettent de bien suivre la situation. Et parfois, ça se termine par des arrestations des personnes qui dérangent la société. Et grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous constatons que nous sommes en train de dormir. On a moins de coups de fil comme on avait 24 heures sur 24. Aujourd'hui, vraiment, si nous pouvons faire les statistiques, c'est à 90%, on n'a plus de coups de fil. La lutte contre le banditisme urbain est une affaire de tous. Autorités, parents, population et autres doivent travailler en synergie pour des résultats escomptés. Et la République démocratique du Congo sera l'hôte en août prochain de la 4e édition de la conférence internationale sur la propriété intellectuelle et l'innovation scientifique. L'annonce a été faite à Genève par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Yolande Voka pour le commentaire. Dans sa déclaration faite devant 186 États membres présents, la ministre a estimé qu'au-delà de sa dimension culturelle, le sport est aujourd'hui une véritable industrie créative dont la croissance repose largement sur la propriété intellectuelle. Nous partageons la vision d'un système international de propriété intellectuelle équilibré, inclusif et orienté vers le développement. Notre pays a structuré un écosystème national d'innovation porté par l'incubateur du génie scientifique congolais. Cet incubateur renforce la gouvernance scientifique, sécurise juridiquement les inventions et intègre les standards industriels internationaux et valorise l'innovation locale. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a plaidé en faveur d'une coopération renforcée, notamment sur la protection de marques de clubs, des ligues et des événements sportifs nationaux, l'accompagnement des start-up développant des innovations sportives, la promotion de brevets liés aux équipements sportifs adaptés aux réalités africaines, la protection de créations numériques et audiovisuelles issues de compétitions sportives, la lutte contre la contrefaçon des équipements sportifs qui compromet la sécurité des utilisateurs et pénalise les entreprises innovantes. Marie-Ayane Sombo a annoncé l'organisation à Kinshasa au mois d'août de l'année en cours de la 4e édition du Forum du génie scientifique congolais sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire. Clôture de l'année scolaire 2025-2026 à la Mandela International French School en Ouganda. Cette école permet aux enfants congolais réfugiés victimes des conflits armés de poursuivre leur scolarité selon le programme national congolais. Tété Bongoudja nous en parle. Mandela International French School est une école congolaise évoluant à Kampala avec à son sein la plupart d'élèves, cadres et agents réfugiés dans cette partie frontalière à la RDC. La cérémonie de proclamation des résultats a commencé par ces mots de Richel Bangala Wawina, préfet d'études. S'en est suivi la décoration et remise d'un certificat d'honneur au promoteur de l'école Mumbere Lusasa Emmanuel dit Papa Mandela par les comités des parents. De la section maternelle au secondaire en passant par des cycles maternels, les résultats ont été satisfaisants avec 100% des réussites. Après avoir obtenu 78% aux examens d'État édition 2025-2026, la lauréate de Mandela International French School obtient une bourse d'études et va poursuivre avec son parcours académique au Canada en qualité de boursière de Mandela International French School. La cérémonie s'est déroulée en présence des parents, élèves et même les personnels diplomatiques de l'ambassade de la RDC en Ouganda et bien d'autres partenaires. Mandela International French School a également ouvert une université qui est opérationnelle depuis 2025. Le français, l'anglais et le mandarin sont là les langues de communication au sein de cet établissement scolaire.
Le Burundi a célébré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Kinshasa, l'ambassadeur de ce pays a convié plusieurs personnalités, tant politiques, diplomatiques et économiques, à prendre part à la fête nationale burundaise, placée sous le signe de la mémoire et de la consolidation des acquis nationaux. Regardez. Le comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, CCPS-RDC, a adressé un message de soutien et de félicitations au président burundais Evariste Ndayishimiye à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire pour l'accession du Burundi à la souveraineté nationale et internationale, surtout pour le rôle que joue présentement le Burundi dans la crise politique en RDC. Que la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable de notre sous-région ne peuvent être pleinement garantis que par une coopération étroite. Patient Bachombe, représentant de cette structure, a salué le soutien des soldats burundais aux côtés des FARDC face à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, pendant que plusieurs pays de la sous-région sont restés indifférents et silencieux. Burundi nous a marqué en tant que peuple frère. Pendant ce moment où notre pays a été attaqué, fait face à une agression, le Burundi a été quand même ce pays qui a décidé de faire preuve de la solidarité. Pendant que d'autres ont pris des distances contre la République démocratique du Congo, le peuple burundais s'est mis du côté du peuple congolais pour marquer cette solidarité. Des militaires burundais ont combattu aux côtés des militaires congolais et il y a même qui sont passés, n'est-ce pas, au sacrifice suprême. Et cela voudrait vraiment faire un témoignage d'une solidarité africaine authentique. Selon Patient Bachombe, les sociétés civiles congolaises et burundaises doivent travailler en synergie pour renforcer les liens au bénéfice de ces deux peuples traditionnellement liés par la même histoire culturelle et la proximité géographique. Justice, la formation, l'éthique et l'accès à la justice étaient au cœur de la 58e journée nationale du barreau congolais. À Kinshasa-Gombe, le bâtonnier André Kibambe a rappelé le rôle essentiel de l'avocat dans la société. Bobette Ngali Samba, Dieu merci Suka et Anastasie Dompou. Au programme de ce 10 juillet, journée du barreau congolais, des échanges scientifiques pour la mise à niveau de l'avocat du barreau de Kinshasa-Gombe. L'intelligence artificielle demeure un défi de l'heure. Maître Prosper Tetika a abordé les sujets avec dextérité. Mais c'est d'un grand intérêt que ce sujet fasse l'objet de sessions beaucoup plus approfondies et même des séances de formation dans le milieu juridique et judiciaire, comme nous le faisons déjà, pour que nous puissions être informés et formés à ces questions liées à la technologie dans l'exercice de la profession de l'avocat. Le directeur général de la CADECO, Célestin Moukeba, a encouragé d'investir dans le développement personnel. Le 10 juillet rappelle à chaque avocat son devoir, mais aussi ses responsabilités, notamment dans l'accès à la justice pour tous. Le bâtonnier André Kibambe rappelle le rôle de l'avocat dans la promotion d'un état de droit. L'avocat, c'est la flamme. L'avocat, c'est le dernier rempart. Lorsque tous les désespoirs planent sur le pays et l'avocat doit être là, nous avons au sein du barreau une commission de consultation gratuite. Tous les citoyens qui ne sont pas capables à même de trouver des moyens pour prendre un avocat et payer les honoraires d'un avocat, ils vont se référer à notre commission de consultation gratuite où nous pourvoyons à une assistance Prodeo. La journée du barreau 2026 a vécu sous le thème « L'avocat face aux défis de l'heure ». La formation continue, levier d'adaptation et de performance. L'export était également au rendez-vous avant de boucler par une soirée de gala. Justice encore, la Cour de cassation rend hommage à ses serviteurs. Pour la première fois de son histoire, 4 greffiers admis à la retraite avec honorariat ont été récompensés pour leur engagement au service de la justice. Un reportage de Marie-Reine Nzeba rendu par Diane Balaka. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, a primé 4 greffiers de cette haute juridiction dans la grande salle d'audience Marcel Yaou, en présence des hauts magistrats et de tous les greffiers de la plus grande institution de l'ordre judiciaire. Les heureux primés retraités avec honorariat ont rendu de bons et loyaux services en tant que greffiers durant plus de 3 décennies. Si nous avons pris cette initiative,
c'est pour honorer ceux qui sont honorés par la République. Le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours insisté que c'est la justice qui élève une nation. Et nos greffiers qui ont travaillé pour la justice toute leur vie, jusqu'à arriver à la fin de la carrière, ont été retraités par l'ordonnance du chef de l'État et méritent aussi d'être honorés par la Cour de cassation. Une première dans les annales de la Cour de cassation de la RDC. Cérémonie très émouvante initiée par le premier président de la Cour de cassation en vue d'inciter les jeunes greffiers à faire preuve de loyauté et de conscience lors de l'exercice de leur profession. Et les résolutions du 4e congrès ordinaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo sont désormais confortées par la justice. Le tribunal de grande instance a confirmé l'élection de Modeste Bahati Lukwebo à la présidence nationale statutaire du parti pour un mandat de 5 ans. Regardez. La justice congolaise met un terme au contentieux né du 4e congrès ordinaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC. Le tribunal de grande instance a confirmé les résolutions adoptées le 15 mars dernier consacrant Modeste Bahati Lukwebo comme président national statutaire du parti. Le tribunal a rendu sa décision, laquelle décision a acquis la force des choses jugées. Nous avons même un certificat de non-appel parce qu'il n'y a aucune voie de recours qui a été exercée contre la dite décision. Ainsi, à dater de ce jour, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo est reconnu par les instances judiciaires dans une décision définitive comme le président national et autorité morale de l'AFDC. À partir de ce moment, toute personne qui va s'hasarder de poser les actes au nom de l'AFDC, qui va s'hasarder d'agir sous prétexte du président national de l'AFDC, va tomber sous le coup de la rébellion. Parce qu'il y a une décision de justice, comme la loi le dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais, mais exécutée au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À partir de ce moment, le professeur sénateur Bahati Lukwebo a donc une décision de justice qui le réconforte à ses postes. La décision a été notifiée au Conseil des avocats de la FDC. Et cette brève, un nouveau procès s'ouvre demain à Kinshasa à la Cour de cassation. Le ministère public poursuit l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, ainsi que l'ancien directeur général de Frivao pour détournement présumé de fonds de cet organisme. Il a lieu de signaler que cette affaire est distincte d'une précédente procédure judiciaire. Affaire à suivre. Tout à fait autre chose à présent, les conflits d'affectation des terres et les superpositions d'usage dans les aires protégées au centre des discussions à Kinshasa. À l'issue de l'atelier national de validation du rapport, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants venus des provinces concernées. Edith Chala pour le commentaire. L'atelier national de validation du rapport des conflits d'usage, d'affectation des terres et des superpositions dans les aires protégées s'est refermé sur une note positive à en croire les organisateurs. Les participants venus de Kinshasa, de l'Équateur, du Maniema ou de la Chopo, chefs des divisions de l'aménagement du territoire, délégués de l'Institut congolais de la conservation de la nature, inspection provinciale de l'environnement, avaient pour mission de trouver un consensus sur les zones de conflit, proposer des mécanismes d'arbitrage de ces conflits. Les travaux ont pris 2 jours et étaient répartis en 4 sessions. La télé de ce jour constitue donc une étape importante franchie, conduisant donc à la définition des orientations, des directives et des mécanismes d'arbitrage intersectoriel, des conflits d'affectation de terres et de suppositions d'usage dans le cadre du Conseil d'aménagement du territoire, conformément à la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025, relative à l'aménagement du territoire. Le financier de l'atelier
Le Fonds national de l'aménagement du territoire, par sa directeure générale, Jeanne Ngbo Yamangue Liboté, se félicite de l'apport de ce fonds. L'aménagement du territoire se révèle ainsi comme une thérapeutique qui guérit les maux dont souffre la terre congolaise. Le nouveau directeur général de l'OCC poursuit sa tournée d'inspection à travers les provinces à l'étape de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Le professeur Pierre Luola a échangé avec les cadres et agents avant de visiter quelques laboratoires. Regardez. Seulement un mois après sa nomination comme directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC, le professeur Pierre Luola Osomba insuffle le dynamisme à la tête de ses services. Loin d'être bureaucrate, ce vendredi 10 juillet 2026, il est arrivé à Kalemi pour une mission de service. Accueilli au pied de l'avion par le chef d'agence, des agents et cadres de l'OCC Kalemi sous l'ambiance de la fanfare et de la danse du groupe folklorique. Cette mission officielle est consacrée à l'apport des réformes dans les conditions de travail des agents de l'agence de Kalemi et l'amélioration des performances du laboratoire des analyses physico-chimiques et microbiologie de Kalemi, l'un des plus grands du pays, couvrant un vaste spectre de produits dont des denrées alimentaires, produits agricoles, boissons et eau et bien d'autres. Je suis venu parce qu'il y a des problèmes que je dois résoudre ici dans le cadre du renforcement de nos laboratoires. Il y a aussi une décision qui doit être prise pour réorganiser l'entité de Kalemi, l'agence de Kalemi. Juste après son arrivée, ensemble avec sa délégation, il s'est dirigé vers le gouvernorat du Tanganyika où il a été reçu en audience par le vice-gouverneur Kabelongo Isdor. Veuillez nous excuser pour ce petit couac technique. Produire davantage le poisson frais et le rendre plus accessible aux consommateurs, l'Office national de pêche et aquaculture prépare le lancement effectif de ses activités avec l'appui du FPI. Christine Linzo. C'est à la cité des pêcheurs de Kinkole que s'est tenue cette réunion de haute portée destinée à relancer le secteur de pêche et aquaculture en RDC. Autour de la table, le directeur général de l'Office national de pêche et aquaculture, ONPA, une délégation des associations des pêcheurs et celle de la direction des études du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cette tripartite cherche à débloquer l'ONPA créé par la volonté du chef de l'État dont les activités tardent à démarrer 5 ans après. Voilà qui pousse les FPI à donner un coup de pouce. Il était question que le gouvernement a confié à l'Office national de pêche et aquaculture la mission d'augmenter la production halieutique pour couvrir les besoins nationaux en poisson. Qui sont des acteurs? Il y a l'ONPA, c'est la mission que l'ONPA reçoit du gouvernement. Il y a les pêcheurs, les professionnels du secteur. Mais FPI, c'est un partenaire qui ayant constaté que depuis 4 ans, cette mission confiée à l'ONPA ne s'exécute pas sur le terrain, FPI est venu échanger avec l'ONPA en difficulté et les pêcheurs qui sont des professionnels du secteur pour remplir correctement cette mission. Les poissons frais fournis par nos pêcheurs restent rares dans nos marchés et coûtent trop cher. Et la transformation locale des minéraux au cœur d'une campagne de sensibilisation dans les universités, le député national Thierry Mulumba Pandangila poursuit la vulgarisation de sa proposition de loi sur l'industrialisation minière en République démocratique du Congo. Regardez. Après plusieurs mois de conférences organisées à travers le pays et à l'étranger, la campagne nationale de sensibilisation autour de la transformation locale des minerais s'est poursuivie les 2 et 6 juillet 2026 à l'université Simon Kimbangu, USK, puis à l'université islamique du Congo, UNICO. À cette occasion, le député national Thierry Mulumba Pandangila a de nouveau réuni plusieurs centaines d'étudiants, d'enseignants et des chercheurs autour de sa proposition de loi sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales, désormais connu sous l'appellation de loi Pandangila. Placé sous le thème « Transformer localement pour développer durablement », ces 2 conférences s'inscrivent dans la continuité d'une vaste tournée académique menée dans plus d'une dizaine d'universités congolaises, de Kinshasa au Grand Katanga,
en passant par l'espace Kassai, mais également auprès de la diaspora congolaise aux États-Unis et en France. Devant des amphithéâtres combles, l'élu de Demba a replacé le débat dans les contextes de la transition énergétique, de la révolution numérique et de la compétition mondiale pour les minerais critiques et stratégiques. Il n'y avait jusqu'à présent aucune loi qui encadrait les autres activités post-extraction pour ce qui est des minerais. Et notre proposition de loi vient combler ce vide juridique qui existe. L'initiative s'inscrit dans la vision d'industrialisation défendue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle régulièrement à mettre un terme à l'exportation des minerais bruts afin que la richesse produite bénéficie davantage à l'économie nationale. Le temps où nos minerais étaient extraits chez nous, exportés à l'état brut, valorisés ailleurs, puis revendus au monde pendant que nos populations demeuraient dans la pauvreté, appartient désormais au passé. Et le débat sur la Constitution s'invite auprès des responsables religieux. Le Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT a échangé avec eux sur les enjeux liés à l'évolution de la loi fondamentale. C'est un reportage de Rodé Banda. La révision constitutionnelle n'est pas l'affaire du Parlement seul. Sa légitimité authentique doit émaner du peuple souverain. L'ayant compris, les rassemblements des tshisekédistes RDT se lancent en campagne de sensibilisation pour des échanges, des réflexions avec différentes couches sociales et forces vives pour un débat à bâton rompu. Avec les responsables des différentes confessions religieuses de la RDC, les échanges étaient de haute portée à la taille de l'intérêt de la nation. Quelques articles qui entravent le pouvoir du président de la République ont été évoqués, notamment l'article 98, 69 et autres. La dose scientifique, intellectuelle, philosophique et religieuse était au centre de ces discussions. Mais nous voudrons que la position du président de la République promettant de mettre une commission d'experts qui puisse tenir compte à toutes les tendances religieuses pour que nous puissions avoir une équipe qui va représenter tout celui qui peut réfléchir pour amener un plus au développement du pays et au changement radical de la Constitution. Avec l'évidence de la vérité, on ne peut pas résister. Finalement, les hommes de Dieu ont adhéré à l'enseignement de Sylvain Mutombo, suivant la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes convaincus que cette Constitution a besoin d'être renouvelée. Cette déclaration a vraiment plus l'objectif d'interpeller notre population, comprennent qu'ils ont une grande responsabilité face à ce changement. Enseigner les Congolais sur la nécessité et l'opportunité de toucher à la Constitution, c'est tout ce que tout le monde doit faire. Le consentement libre mettra le peuple d'accord avec un effet positif. Et pour finir, cette médaille africaine qui fait la fierté de l'ISPTK et de la République démocratique du Congo